On va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur le thème des addictions d'entreprise. Donc, je me présente, je m'appelle Dr Kidler Estelle, je suis médecin du travail au service STC sur Quimper. Et je vais présenter aujourd'hui ce webinaire avec Madame Cornic, que je laisse se présenter. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Moi, je suis Virginie Cornic, je suis infirmière en santé de travail, donc au service santé de travail en Iroise à Brest. Alors, avant de commencer, si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans le chat sur la droite de votre écran. Si le chat ne s'affiche pas, donc il suffit de cliquer sur le petit icône avec les bulles de discussion en bas à droite de votre écran. Les questions seront notées par notre modérateur et nous y répondrons en fin de présentation. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter le réseau Résonance Bretagne. Donc, l'association Présence regroupe des services de prévention en santé au travail interentreprises sur toute la France et bien sûr en Bretagne. Donc, sur la région, nous avons 9 services de prévention en santé au travail sur les 4 départements. Vous pouvez les voir sur la carte. Donc, ces différents services de santé au travail en Bretagne suivent plus de 835 000 salariés et c'est donc 76 651 entreprises adhérentes à nos services. Nous représentons 228 médecins du travail, 123 infirmiers, 143 préventeurs spécialisés. Donc ça, ce sont les ergonomes, toxicologues, assistants techniques, psychologues du travail, 269 secrétaires médicales et également 121 personnes qui viennent en fonction support, c'est-à-dire ce sont les personnes qui travaillent dans les directions, les services RH, à l'accueil, etc. Pour cette semaine de rencontre des santé au travail, nous allons vous présenter des actions et des informations menées par nos services. Donc, il y a déjà eu des webinaires hier, il y en a également cet après-midi. Et ce sont les actions et des informations sur la prévention des risques professionnels. Donc aujourd'hui, nous allons parler du travail et du risque addiction dans les entreprises, comment agir au sein de l'entreprise. Le déroulement, c'est simple. Nous allons dans un premier temps vous donner quelques définitions et quelques chiffres. Nous verrons ensuite l'impact des addictions sur le travail et enfin le rappel des réglementations et nous donnerons des conseils sur la démarche de prévention collective et sur quelques outils pour la mise en place de ces actions au sein de l'entreprise. Tout d'abord, quelques chiffres. Donc, il faut savoir que près de 1 salarié sur 6 déclare consommer de l'alcool sur son lieu de travail. Donc, c'est déclaratif. Donc, en dehors des repas et des moments de convivialité. 15 à 20% des accidents de travail, des absences, des conflits au travail sont dus à la consommation de substances psychoactives. Enfin, on constate également une augmentation des consommations en lien avec des problèmes liés au travail. Après, nous allons décrire les différents comportements de consommation, les différents usages. Nous allons commencer par l'usage simple, donc ce qui définit la consommation occasionnelle ou régulière, mais qui n'entraîne pas de problème de santé ou d'autres dommages à court terme, mais qui peut être une pratique à risque selon la situation, par exemple l'alcool lors de la conduite ou l'alcool pendant la grossesse. Le deuxième usage, c'est l'abus ou l'usage nocif. Ça, c'est quand la consommation est caractérisée par la survenue de complications physiques, psychiques, sociales, pouvant impacter la santé, la sécurité et la vie privée, le travail de la personne concernée. Et la dernière consommation ou usage, c'est la dépendance ou l'addiction. Là, c'est quand le sujet ressent un désir puissant de continuer sa consommation malgré toutes les complications engendrées. Il n'arrive pas à contrôler ce besoin et en général se désinvestit de toutes ses activités familiales, sociales ou professionnelles. On peut aussi rappeler que lors de l'arrêt
un syndrome de sevrage peut survenir dans cette occasion. Pour reprendre plus précisément la définition de l'addiction, l'addiction est donc une consommation répétée d'un produit ou la pratique anormalement excessive d'un comportement, ce qui différencie du coup les comportements avec ou sans substance, qui conduit donc à la perte de contrôle du niveau de consommation de la pratique, des modifications, en général de l'équilibre émotionnel, parfois des troubles d'ordre médical et des perturbations dans la vie personnelle, professionnelle et sociale. L'addiction est une installation progressive. On peut définir 3 étapes. Tout d'abord, l'initiation, c'est l'essai de produits, l'imitation, l'acceptabilité sociale ou culturelle. Puis vient la répétitivité, l'usage répété pour pallier parfois à certains problèmes, au stress, à certaines angoisses, à la douleur parfois, et peut-être des fois dans la recherche de performance. Enfin, il y a aussi malheureusement le dernier stade, c'est l'installation, où là la dépendance physique et psychologique apparaît. Dans le travail, les origines de consommation sont de 3 origines en général. On peut distinguer l'importation. Donc là, c'est une consommation habituelle dans la vie privée, mais qui est ramenée dans le monde professionnel, dans le travail. La deuxième origine, c'est l'acquisition, là qui est due à la présence de produits sur les lieux de travail, par exemple dans l'hôtellerie ou les bars, restauration, ce qui est le plus souvent, et qui sont accessibles donc parfois aux salariés lors de pauses, des pots de départ, enfin d'autres occasions qui peuvent intervenir. Et enfin, l'adaptation qui caractérise là la consommation pour pallier à certaines difficultés, comme nous avons pu l'évoquer, le stress, les douleurs, la fatigue, la recherche de performance. Alors là, on va reprendre du coup l'impact de ces consommations sur le travail plus précisément. Alors, il y a 3 impacts. Tout d'abord sur le salarié, sur le collectif et sur l'entreprise de façon générale. Donc, sur le salarié, en premier lieu, on observe une diminution en général de la performance au travail qui se traduit par une difficulté de concentration, d'assimilation des conséquences, parfois de troubles de mémoire, une diminution des performances intellectuelles en général. Donc, un changement de comportement d'un salarié sur le lieu de travail peut faire évoquer parfois une consommation de produits ou un comportement anormal. Il peut se développer aussi des relations compliquées avec l'entourage professionnel, dû aux troubles de l'humeur. Et enfin, le plus important et le plus grave, malheureusement, parfois, c'est le risque d'accident au travail accru du fait de l'augmentation du temps de réaction, des troubles de la vision, du ralentissement psychomoteur, de la perturbation de la motricité qui peut être engendrée par ces consommations. L'impact sur le collectif peut également, c'est lié à la baisse de production dans l'unité et une répercussion sur l'équipe. Parfois, une augmentation de la charge de travail pour les autres collègues qui font partie de l'équipe ou ce salarié assez problématique. La mise en danger des autres collègues aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, le développement de tensions, de difficultés relationnelles, souvent dues au saut d'humeur du salarié. L'impact, le dernier impact, c'est donc sur l'entreprise. On peut distinguer 3 points, les coûts financiers, l'effet sur l'organisation, l'effet sur la productivité. Donc les coûts financiers sont souvent dus du coup aux arrêts maladie, à l'absentéisme, aux accidents de travail, aux indemnisations qui doivent être versées aux travailleurs victimes de ces accidents de travail, aux coûts de formation des personnels de remplacement et parfois au vol et aux dégâts matériels sur le lieu de travail qui est engendré par les accidents liés aux consommations. L'effet sur l'organisation avec des turnovers, l'absentéisme, des retards récurrents et enfin des effets sur la productivité, une atteinte des résultats, un retard dans la production, une dégradation de la qualité du travail et en général du coup une atteinte de l'image de l'entreprise qui peut être due à ce type de consommation dans les équipes de travail. Je laisse à Madame Cornic le point sur la réglementation. Donc c'est pourquoi au sein de vos entreprises, il faut initier une démarche de prévention des conduites addictives qui doit être collective et s'adresser à l'ensemble des salariés.
Donc, au niveau de la réglementation, le Code du travail indique à l'article 4121-1 que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Mais également, l'article L4122-1 indique que chaque salarié est garant de sa propre santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres. Concernant l'alcool, donc c'est l'article 42-28-20 du Code du travail qui stipule que seules la bière, le vin, le cidre et le poiré sont autorisés sur le lieu de travail. Mais le Code du travail indique également qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner sur le lieu de travail des personnes en état d'ivresse. La responsabilité civile et pénale de l'employeur peut être engagée à ce moment-là en cas d'accident du travail. Enfin, concernant les stupéfiants, c'est un délit, donc l'usage et la consommation, qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Donc ça, c'est un article du Code de la santé publique. Donc pour la démarche de prévention, il y a plusieurs points. D'abord, la prévention primaire, c'est dans un premier temps éviter l'apparition des addictions au sein de l'entreprise. Donc pour ce faire, il faut dans un premier temps connaître les facteurs de risque qui favorisent l'addiction, notamment ceux liés au travail. Donc ils sont plusieurs. Il y a le stress au travail, les exigences qui sont liées au poste, notamment les horaires postés, travail de nuit, le port de charges important, les habitudes de l'entreprise également, s'il y a des repas d'affaires, des pots de départ, etc. Il faut savoir également repérer les signes d'alerte. Ça doit vous interpeller lorsqu'il y a une baisse dans la qualité du travail, des absentéismes répétés, des retards répétés, une détérioration de l'ambiance du travail, une plainte des clients éventuels qui seraient mécontents des services rendus, la répétition des accidents de travail également, un comportement inhabituel ou inadapté des salariés, ou alors des habitudes de consommation connues de certains salariés. Pour la démarche de prévention, il faut donc se pencher sur son règlement intérieur. Depuis le 1er janvier 2020, le règlement intérieur est obligatoirement établi dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, cela se fait par note de service. Donc, ce règlement intérieur fixe les règles au niveau du domaine de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, mais également de la discipline. C'est un outil juridique qui participe à la prévention des risques, et notamment des risques liés aux pratiques addictives. Ce règlement intérieur peut contenir l'interdiction de pénétrer dans l'entreprise sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et la possibilité de la réalisation de tests de dépistage. Doit également y figurer la liste des postes à risque pour lequel un dépistage de consommation ou de drogue peut être pratiqué, ainsi que les modalités de réalisation de ces tests. Vous pouvez également indiquer l'encadrement des pots, le rappel des dispositions du code de la route, mais également les sanctions disciplinaires encourues par les salariés. Donc, pour les postes de santé et de sécurité, donc les PSS, ils doivent être recensés par l'employeur et ce sont des postes ou des travaux qui exposent à certains risques, notamment le travail en hauteur, la manipulation de produits chimiques, les travaux dangereux qui nécessitent certaines qualifications, notamment travaux sur machines dangereuses, maintenance, la conduite des chariots par les caristes avec un CACES, mais également la conduite de véhicules légers, poids lourds. Donc cette liste est non exhaustive et elle doit être faite en lien avec le CSE. Vous pouvez tout à fait organiser des pots au sein de votre entreprise. À ce moment-là, il faudra prévoir un protocole d'organisation. Donc, dans un premier temps, il faudra communiquer sur les règles applicables au moment de ce pot
et sur les risques liés à la conduite, notamment, et aux interactions avec les médicaments, si des personnes prennent des médicaments. Il faudra également planifier le moment, donc privilégier un moment au déjeuner, définir une durée de début et de fin surtout, et prévoir enfin de quoi se restaurer. Dans votre protocole, il faudra prévoir aussi un encadrement, donc limiter les consommations et prévoir une procédure en cas de retour des salariés qui ne seraient pas en état de rentrer chez eux. Il faut savoir que l'employeur reste responsable, même si un pot a été organisé dans son entreprise à l'initiative des salariés, dès lors que l'employeur a donné son consentement pour la tenue de ce pot. Toujours dans le règlement intérieur, on pouvait stipuler la fouille des sacs ou des vestiaires. Donc, celle-ci doit être justifiée et le salarié doit être présent et informé qui peut s'y opposer. Il a le droit également de solliciter la présence d'un tiers et ce contrôle doit être effectué, bien sûr, dans le respect de l'intimité et de la dignité du salarié. Donc, on va parler des tests de dépistage d'alcool ou cannabis. Donc, les tests de dépistage ne peuvent se faire que si ces conditions sont respectées et notifiées dans le règlement intérieur pour les entreprises de plus de 50 salariés ou dans les notes de service pour les plus petites entreprises. Donc, le dépistage, il doit être justifié pour des raisons de sécurité. Pour les postes à risque qui ont été définis justement dans le règlement intérieur précédemment, lors du constat d'un trouble du comportement, toujours en présence d'un tiers, enfin c'est souhaitable mais c'est même très conseillé. Il faut bien sûr l'autorisation du salarié concerné et informer que le salarié concerné peut toujours faire une contre-expertise, qui est d'ailleurs à la charge de l'employeur, des résultats obtenus. Et tout cela doit se faire dans le respect du secret professionnel. Voilà. L'origine des pratiques addictives étant multifactorielle, les tests de dépistage ne peuvent en aucun cas se substituer aux démarches de prévention primaires qui doivent être mises en place dans l'entreprise. Alors, nous avons d'abord le contrôle d'alcoolémie, qui est plus connu par éthylotest. Il est réservé, comme je l'ai déjà dit, aux postes de sécurité et de sûreté préalablement définis. Il est réalisé par l'employeur ou par une personne désignée préalablement, à l'exclusion du médecin du travail. En cas de suspicion d'imprégnation aiguë, donc de trouble du comportement d'un salarié, afin d'assurer la sécurité et non dans le cadre d'une recherche inopinée. L'objectif est de faire cesser ou de prévenir une situation dangereuse pour le salarié et pour ses collègues, bien sûr. Et il nécessite, comme je l'ai déjà dit, la présence d'un tiers et une contre-expertise est également possible. Le test de dépistage d'alcool est réalisé par un éthylotest, un alcotest. Je pense que tout le monde en a déjà vu. Il mesure la concentration en alcool de l'air expiré par le salarié. Et la positivité de ces tests est basée classiquement sur les valeurs du code de la route, c'est-à-dire 0,25 mg par litre dans l'air expiré et 0,5 g par litre dans le sang. L'autre test dont nous entendons parler régulièrement aussi pour les drogues, les dépistages salivaires. Donc, dans certains cas, l'employeur peut décider de recourir à ces tests, qui sont donc uniquement salivaires, de recherche de stupéfiants. La possibilité de recourir à des tests salivaires est rigoureusement encadrée depuis un arrêt du Conseil d'État du 5 décembre 2016, numéro 394-178 pour être précis. En effet, ces tests doivent être prévus par le règlement intérieur, comme les autres tests de dépistage, et ce dernier doit mentionner les garanties protégeant les salariés. Donc, le salarié contrôlé doit préalablement, comme pour l'alcotest, être informé qu'il devra donner son accord pour faire l'objet d'un tel test, et le salarié peut aussi solliciter la présence d'un tiers, qui est toujours souhaitable. Seuls les salariés exerçant des fonctions particulièrement risquées pour la sécurité des personnes peuvent faire l'objet d'un dépistage de stupéfiants. Le contrôle doit aussi être réalisé par un supérieur référent préalablement défini et les tests ne peuvent être étendus à l'ensemble du personnel, comme je
comme je l'ai déjà dit et je le redis, notamment ceux dont le travail n'engendre aucun danger pour le salarié ou ses collègues. L'employeur ou supérieur hiérarchique référent qui réalise ce test doit toujours respecter le secret professionnel. Les résultats positifs peuvent engendrer des sanctions qui doivent aussi être définies dans le règlement intérieur ou la note de service. Et une contre-expertise médicale est obligatoire. Et la finalité du test de dépistage, il faut le rappeler, n'est en général à but préventif et non dans le cadre obligatoirement d'une sanction immédiate. L'employeur garde son pouvoir de sanction dans le cas d'un flagrant délit lorsqu'un salarié a consommé une substance psychoactive. Alors, il y a une question au niveau du secret professionnel lors des tests, c'est-à-dire que l'employeur qui réalise le test ne peut pas divulguer le résultat, ça reste entre le salarié et l'employeur ou le médecin du travail. Donc, l'employeur, par contre, aussi, il faut rappeler, ne peut pas licencier le salarié sur le seul critère de l'alcoolisme, enfin, de la consommation d'alcool ou de stupéfiants. La sanction ne peut intervenir que lorsque le salarié ne respecte pas les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise concernant les substances psychoactives. L'employeur doit prouver l'état du salarié. Cela sera peut-être alors sanctionné, non pas pour la consommation ou l'usage de substances psychoactives, mais pour non-respect du règlement intérieur et surtout impossibilité d'exécuter son contrat de travail. Un salarié peut être sanctionné, une sanction disciplinaire quand même peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave, s'il se présente sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et si, surtout, son comportement constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. L'employeur soustrait le travailleur de son poste de travail s'il s'agit bien sûr d'un poste de sécurité et de sûreté. Et pour les autres postes, l'employeur doit lui-même évaluer la capacité du salarié à pouvoir être maintenu sur son poste. Dans tous les cas, comme c'est toujours dans le cadre préventif en préalable, en premier lieu d'ailleurs, il l'oriente secondairement vers le médecin du travail afin de poursuivre la démarche de prévention et l'accompagnement médical. Pour le permis de conduire, c'est un sujet plus précis, si l'infraction est commise pendant le temps de travail et entraîne une suspension ou un retrait de son permis, l'employeur peut licencier le salarié si c'est pendant le temps de travail, je le répète. Selon les circonstances, il va s'agir d'un licenciement pour faute simple ou grave. La faute grave pouvant être reconnue, par exemple, si le retrait ou la suspension du permis d'un chauffeur routier fait suite à la conduite en état d'ivresse pendant le temps de travail, les heures de travail. Lorsque le salarié a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de permis de conduire en dehors du temps de travail, le licenciement pour faute grave ou faute simple n'est pas possible. Par contre, un licenciement pour motif personnel est possible. L'employeur doit faire état de la gêne occasionnée à l'entreprise ou au dysfonctionnement encouru ou à l'impossibilité du salarié d'exercer son contrat de travail. Ainsi, si le salarié, par exemple, est livreur, le retrait de permis de conduire pour une durée de 6 mois constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur peut aussi, bien sûr, également suspendre le contrat de travail du salarié sans rémunération et ne pas le licencier pendant cette période de suspension. Il peut, si c'est possible aussi, proposer une affectation temporaire sur un autre poste qui ne nécessite pas de conduite. Ou parfois, il peut aussi proposer au salarié de travailler en binôme avec un autre collègue qui, lui, a le permis de conduire. Les dispositions conventionnelles peuvent prévoir une obligation de recherche de reclassement. Dans le secteur du transport, par exemple, routier, c'est possible. Et dans ce cas, le licenciement ne peut être effectif qu'en l'absence d'un reclassement possible. À noter quand même que le fait de dissimuler le retrait de son permis survenu en dehors de son temps de travail, tout en continuant quand même de conduire un véhicule de l'entreprise, peut justifier bien sûr un licenciement pour faute grave. Les fautes graves pour stupéfiants, par contre, du coup, la possession ou la Pardon, j'ai loupé une... C'est moi. C'était bon. Les fautes graves pour stupéfiants, oui. Excusez-moi, j'ai dû aller trop vite, je ne sais pas.
c'est ça. Non, c'est bon. Ok, pardon. Donc, la possession, la consommation et le trafic de drogue étant réprimés pénalement, un salarié peut être arrêté ou inculpé ou incarcéré, même pour l'un de ces motifs. Là encore, si les faits se déroulent en dehors du temps du lieu de travail, il échappe au pouvoir disciplinaire de l'employeur. L'employeur retrouve son pouvoir disciplinaire si les faits délictueux sont commis dans l'entreprise. Par exemple, il y a un exemple, il y avait un cas de cassation, la Cour de cassation, un salarié qui vend du cannabis à un lycéen en plus mineur, effectue un stage dans l'entreprise, commet bien sûr une faute grave. Bon, on n'est même pas obligé de préciser un lycéen mineur, c'est-à-dire qu'un salarié qui fait un trafic commet une faute grave. La sanction est la même pour un salarié qui entrepose aussi de la drogue dans son véhicule de travail ou fait pousser des plants dans son bureau, bien sûr. Voilà. Bon, pour le cas des stupéfiants, je pense que c'est assez clair. Les responsabilités donc, sont bien sûr pour l'employeur et pour le salarié. Alors, les responsabilités en réglementation pour l'employeur selon le code du travail, il est interdit, mais ça vous savez, de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse, donc l'article que nous avons déjà cité, R4228-21. L'employeur est responsable de l'organisation aussi des premiers secours aux accidentés et aux malades. Concernant la responsabilité du salarié, le salarié doit prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, mais bien sûr, il faut le rappeler, de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. L'obligation aussi de porter assistance à une personne en péril, ça c'est la responsabilité de tous, employeurs, salariés, tous les acteurs de l'entreprise. Alors, on va maintenant passer au document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on l'a vu, selon l'article 41-21-1 du Code du travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Et les pratiques addictives concernent de nombreux salariés, quel que soit le secteur d'activité ou la catégorie socio-professionnelle. Ces consommations de substances psychoactives occasionnelles ou répétées, les comportements à risque pour la santé et la sécurité des salariés. De plus, certains facteurs qui sont liés au travail peuvent favoriser ces pratiques addictives. C'est pourquoi les risques liés à ces pratiques, y compris les consommations occasionnelles, doivent figurer dans le document unique. Donc, pris en compte dans l'évaluation des risques et la mise en place de mesures de prévention adaptées. Donc, comment intégrer ces risques au document unique? Il y a 3 étapes. Donc, la première étape, il faut dans un premier temps situer son secteur d'activité. Ensuite, repérer les facteurs de risque professionnels qui favorisent ces pratiques. Et enfin, lister les facteurs de risque au sein de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, on l'a vu, il faut situer son secteur d'activité. Donc, ici, vous avez un tableau. Donc, il est issu du baromètre Santé publique France 2017. Vous avez donc sur la colonne de gauche les secteurs d'activité. Donc, agriculture, commerce, transport, restauration, hôtellerie, etc. Les cellules qui contiennent des petits plus en bleu foncé, donc ça veut dire que ce sont des indicateurs qui sont significativement supérieurs à la moyenne. Donc, on peut voir que dans les arts et spectacles, il y a une consommation supérieure à la moyenne au niveau du cannabis et des autres substances illicites. Également, dans l'hébergement, la restauration, il y a une consommation supérieure à la moyenne du tabac, de l'alcool, du cannabis et des autres substances. Et également des consommations supérieures à la moyenne au niveau de la construction, donc du PTP, au niveau du tabac et de l'alcool. Ensuite, lorsque vous avez repéré votre secteur d'activité, il faut à présent repérer les facteurs professionnels favorisant les pratiques. Donc, ce sont les tensions psychiques, donc tout ce qui est les conflits, l'isolement des salariés, le manque de reconnaissance du travail,
les tensions physiques, notamment liées au temps de travail, les horaires atypiques, le travail de nuit, les activités répétitives, travail à la chaîne, etc., l'intensité des gestes. Ensuite, il y a les pratiques culturelles, donc au sein de l'entreprise, les habitudes conviviales, les démarches commerciales, les repas d'affaires. Vous avez la précarité professionnelle, donc là, c'est plutôt lié au statut professionnel et aux faibles rémunérations. Bien sûr, la disponibilité du produit sur le lieu de travail, notamment dans le cas de la restauration, disponibilité d'alcool, mais aussi dans la santé, vous avez la disponibilité des médicaments. Et enfin, les liaisons sociales, donc on revient sur l'isolement social et le manque de communication. Le troisième point, c'est lister les facteurs favorisants au sein de votre entreprise. Donc, si dans votre entreprise, vous avez des facteurs favorisants, il faut les lister. Donc, c'est le port de charges lourdes, tout ce qui est lié au stress, le travail en extérieur, le travail au froid, le travail au chaud, le travail posté de nuit, tout ce qui sont les postes à responsabilité et les postes à risque, la manutention de produits chimiques, etc. Et on retombe à nouveau sur les pots avec alcool. Alors, une fois que vous avez fait ces listes de facteurs, vous pouvez intégrer ces risques dans le document unique. Donc, vous avez ici un petit exemple. Vous avez sur la première colonne, la colonne danger. Donc, quels sont les dangers ? Ensuite, vous avez les dommages possibles, donc liés au travail, risque d'accident, au collectif ou sur l'individu lui-même. Et vous avez sur la droite donc les mesures de prévention à mettre en place, puisque le document unique sert surtout à faire des plans d'action sur les mesures de prévention des risques. Donc, il y a des moyens organisationnels qui se fait par la réalisation de campagnes de sensibilisation, la conduite à tenir, le règlement intérieur, l'encadrement des pots, etc. Il y a également des moyens techniques, comme des véhicules avec des anti-démarrage par éthylotest. Et il y a aussi les moyens humains, c'est les entretiens avec des salariés, la visite à la demande du travail et la formation des managers. On va faire un focus sur les écrans et notamment le télétravail, puisque le télétravail est un facteur favorisant de la prise des substances psychoactives. Il y a eu une enquête de GAE Conseil qui a été réalisée durant le confinement en 2020, qui a noté une augmentation flagrante de la consommation d'alcool, de tabac lors du confinement et du télétravail. Donc, pour encadrer et prévenir ces risques, il faut établir une charte qui, pour le télétravail, définit notamment le droit à la déconnexion. Il faut savoir que ce droit à la déconnexion découle de la loi travail 2016. Il faut assurer le respect de temps de repos et de congés et également la vie personnelle et familiale des salariés. Il faut aussi limiter l'utilisation du téléphone, notamment lors de la conduite et des réunions. Donc ça, c'est plus lié à la connexion, pas forcément au télétravail. Et je reviens sur la bonne pratique du télétravail et la formation des managers. Pour ce qui est du télétravail, mais aussi des écrans et du numérique, donc il faut savoir que l'addiction ne se limite pas qu'aux substances, ça peut être aussi une addiction sans substance, et notamment ce qu'on appelle le work-alcoolisme, c'est une dépendance au travail avec un surinvestissement dans son travail, avec une charge excessive et une difficulté à faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc là aussi, à ce moment-là, il faudra établir une charte, notamment des mails,
ne pas envoyer les mails en dehors des heures de travail, ne pas répondre, etc. Alors, toutes ces informations sur le numérique, ils sont issus du site de Santé Travail en Provence. Vous avez accès, sur le site stprovence.fr. On vous en parlera plus longuement. Ils ont développé donc tout un arsenal d'outils concernant les addictions. Donc, en résumé, pour la prévention des risques, donc la prévention primaire, éviter les addictions, de plusieurs pistes d'action. Donc, comme on l'a vu dans un premier temps, compléter son règlement intérieur, décrire les contraintes et les obligations concernant ces postes aussi dans le règlement intérieur, lutter contre les fausses idées au sujet des substances psychoactives, c'est-à-dire faire des sensibilisations, des formations des managers, mettre en place une politique de prévention cohérente, apporter des connaissances, voilà. Lutter également contre le silence et le tabou, c'est souvent le cas dans les entreprises. On met une chape de plomb sur tout ce qui est les consommations de substances. Rappeler également le contexte réglementaire et le recours éventuel à des tests de dépistage. Donner à chacun des outils également permettant de déceler une situation nécessitant une intervention. Donc là, on revient sur la formation des managers et des responsables au premier niveau. Permettre aussi aux personnes en difficulté de connaître les structures d'aide. Donc là, on peut le faire par voie d'affichage. Et enfin, favoriser l'émergence d'une culture d'entreprise sans alcool. Voilà. Là, maintenant, nous allons passer donc à la prévention secondaire, qui est donc là lorsque le problème est réel. Gestion d'une situation aiguë ou d'un trouble du comportement. Je pense qu'il y a pas mal de questions justement sur cette prévention secondaire, donc nous allons essayer de la détailler et j'espère que nous arriverons à répondre à la plupart de vos interrogations. Alors, tout d'abord, pour la gestion de la crise, comme on dit, de la trouble du comportement, il faut mettre en place une procédure dans l'entreprise. Comme ça, lorsque la situation arrive, il faut mieux avoir des écrits, parce que déjà, il y a le moment de panique. Donc, quand les choses sont préparées en amont, c'est toujours préférable. Donc, lors d'un épisode de trouble du comportement aigu d'un salarié, donc on peut suspecter une consommation de substances psychoactives, mais parfois, il y a des problèmes de santé qui peuvent aussi faire croire à ce type de problématiques et ce n'est pas toujours le cas. Il est important donc, dans un premier lieu, d'identifier l'état et les signes des troubles du salarié, ce qui fait qu'il n'est pas comme d'habitude. Et surtout d'évaluer si la personne elle-même est en danger ou peut-être dangereuse aussi pour les autres. Il faut identifier donc les signes pouvant être constatés. Je vais en citer quelques-uns, par exemple l'agressivité, l'euphorie, quelqu'un qui ne tient pas en place, des difficultés d'élocution. Ça m'arrive là, par exemple, des fois. Les tremblements, la laine alcoolisée, des propos complètement incohérents. Enfin, voilà, je vous en cite que quelques-uns, mais il y en a bien d'autres. Donc il faut déjà essayer de retrouver ce qui n'est pas habituel pour le salarié concerné. Si tel est le cas, donc si on constate ce type de comportement, il faut le protéger en le retirant de son poste, de la situation potentiellement dangereuse, et le placer dans un endroit sécurisé, calme, ne pas surtout le laisser seul, et alerter un personnel de secours, voire l'encadrement ou parfois le SAMU selon la situation et surtout le moment où cela arrive. Donc là, alors je pense que vous aurez les documents, seront transmis. Bien sûr, c'était des questions que j'ai vues à la fin de notre présentation, parce que là, c'est un peu petit peut-être, et puis il faut le temps de le dire. Voilà, c'est un exemple de protocole mis en place. Enfin, après, c'est à personnaliser en fonction de chacune de vos entreprises. Là, on définit la conduite à tenir devant un trouble du manifeste du comportement d'un salarié. Donc, la première chose à faire, qu'il faut appeler en fonction des troubles constatés, s'il s'agit d'un poste de sécurité, sûreté ou non, si la personne est capable de rentrer ou pas chez elle, enfin les moyens de retour et de la mettre aussi en sécurité. Donc, je vous laisserai lire ça. Voilà. Après, donc ça, c'est
aussi un exemple de fiche de constat on parle de mallette employeur souvent. C'est justement dans mallette employeur, on met le protocole, les fiches de constat pour les situations aiguës dont on a déjà parlé. Donc, la fiche de constat, elle permet d'avoir un appui objectif qui évite toute subjectivité, qui n'a pas de jugement, c'est que des faits constatés avec la date, le lieu et l'heure. Et puis, c'est un document qu'on peut transmettre dans un second temps ultérieurement au médecin du travail qui, du coup, a aussi des informations sur ce qui s'est passé lors de l'épisode aigu. Donc après, bien sûr, ce ne sont que des exemples et chaque entreprise personnalise en fonction de ses spécificités. Pour la prévention tertiaire, donc c'est là on est plus le problème est installé et il faut accompagner le salarié. C'est le retour dans l'entreprise souvent après. C'est ça. Donc à distance de la crise, donc on l'a vu, donc l'arbre décisionnel, vous évacuez le salarié, vous établissez la fiche de constat qui doit être objective, sans jugement. Et à distance, il faudra prévoir un entretien entre le salarié et le responsable. À ce moment-là, il faudra aborder l'épisode avec la fiche de constat et en reprenant les faits, donc on a dit objectivement avec le salarié. Ensuite, il faudra demander une visite médicale auprès du médecin du travail, donc accompagné de cette fiche de constat. Il faudra également informer le salarié du motif de visite demandé à la médecine du travail. Parce que souvent, on voit des salariés qui viennent en visite à la demande de l'employeur, mais ils ne savent pas pourquoi. Le problème, c'est que le médecin du travail ne sait pas non plus. Donc à ce moment-là, on ne peut pas avancer sur la problématique. Et enfin, il faudra mener au sein de votre entreprise une réflexion globale sur la prévention liée au risque de consommation des substances psychoactives. Donc, lors du retour dans l'entreprise du salarié, afin d'éviter une rechute, il faudra surtout ne pas isoler le salarié, l'encadrer, éviter les jugements. Alors ça, c'est souvent de la part des collègues, voire des managers. Il faut également permettre aux salariés d'avoir un suivi médical. Donc, on va le mettre en contact avec le médecin du travail ou l'infirmière d'entreprise s'il y en a une sur site. Et également le mettre en contact avec le service social en cas de nécessité. Parce que souvent, on voit que dans les pratiques addictives bien installées, les personnes ont des problèmes sociaux, des problèmes financiers, etc. Donc là, on va parler des outils. Donc là, on va pouvoir vous transmettre les liens. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Le service donc Santé Travail en Provence a développé la mallette employeur. Vous retrouverez dedans des outils pour le volet management. Vous retrouverez également la fiche de constat qu'on vous a présentée tout à l'heure et le protocole de prise en charge. Ensuite, vous pouvez également aller directement sur le site stprovence.fr. Donc, il y a une partie avec des items et des questions-réponses avec des liens vers les outils, notamment la mallette employeur, mais également des brochures, des flyers pour l'information des salariés. Ici, vous pouvez voir donc, la petite foire aux questions sur la démarche de prévention. Alors, la mallette employeur, donc, elle est téléchargeable sur Addicted, mais également sur ce site-là au point numéro 6. Ensuite, vous avez donc le site Addicted Pro. Donc ça, c'est un site spécifique sur les addictions.
il va y avoir dedans une sélection d'outils, de ressources pour prévenir les addictions dans le milieu du travail. Il y a des fiches pratiques, des tests, des informations. Vous avez également le même site, donc c'est Addicted, qui est plus destiné aux particuliers avec des outils sur l'auto-évaluation de la consommation, des informations sur les lieux de prise en charge, etc. Bien sûr, vous avez vos services de santé au travail qui peuvent vous aider. Donc, on a dans tous les services des ateliers à l'aide au document unique. Donc, on peut vous aider à l'élaboration du document unique. Donc, vous faites la demande via le site internet ou par le médecin du travail. Donc, ça, c'est selon les services. Il y a également des sensibilisations, des informations donc, auprès des salariés. Là également, faites une demande auprès du médecin du travail pour savoir s'il y a possibilité que le service vienne au sein de votre entreprise pour réaliser une sensibilisation aux addictions pour vos salariés. Et bien sûr, la visite à la demande de l'employeur, donc on l'a vu, visite médicale du salarié auprès du médecin du travail. Donc là, une diapo là qui résume un peu les différents points, en tout cas les différentes préventions que nous avons évoquées précédemment. La prévention, vous voyez, primaire tout d'abord, donc éviter le problème, la problématique, les troubles du comportement, les consommations de substances psychoactives, avec du coup la définition des postes de sécurité et de sûreté, l'analyse des risques, la mise en place du document unique avec l'évaluation des risques professionnels et les informations que nous pouvons transmettre aux salariés de l'entreprise, la prévention secondaire qui arrive ensuite, de diminuer les risques encourus, donc avec toujours de l'information, bien sûr, c'est ça qu'il faut aussi retenir, il faut en parler, parce que souvent c'est un sujet qui est tabou, donc parce qu'on confond toujours en parler, la délation, ce risque-là que notre collègue qui est concerné soit pénalisé si on dénonce son comportement, alors que je pense que finalement en parler, c'est l'aider. Donc la prise en charge des crises aiguës, des troubles du comportement, et puis toujours le règlement intérieur. Lors de la prévention secondaire, c'est aussi important, savoir quoi faire et les risques encourus si on ne respecte pas ce qui est mis dans le règlement intérieur ou la note de service. Et donc la dernière prévention, la prévention tertiaire, qui est donc réparée, c'est-à-dire accompagner le retour du salarié, l'orienter vers le service de santé au travail, éviter toujours le jugement, parce que c'est vrai que le retour dans l'entreprise est parfois aussi risque de rechute s'il n'est pas bien accompagné. Donc, il ne faut pas minimiser cette dernière prévention. Et voilà, pour finir, je laisse ma collègue vous donner les différents contacts. On peut envoyer dans toutes les sources dont nous nous sommes inspirés pour réaliser ce diaporama. Suite aux différentes questions, donc ce webinaire a été enregistré, il sera disponible sur le site Présence Bretagne et également sur le site de vos différents services santé au travail. Alors, je vois qu'on a eu beaucoup de questions au cours de la présentation. Alors, on va reprendre du début. Comment constater objectivement l'état d'ébriété sans alcotest? Eh bien, on ne peut pas. Donc, c'est un alcotest ou pas. Sinon, on ne peut pas dire que c'est un état d'ébriété. Oui, on est sur les questions. Non, oui. Après, c'est ce que je disais aussi. Enfin, du coup, je réponds un peu à côté peut-être, mais objectivement, l'état d'ébriété, effectivement, il faut une mesure d'un éthylotest. Maintenant, c'est vrai que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des fois, un trouble du comportement peut faire penser à un état d'ébriété et parfois, c'est un problème de santé autre, comme je sais que j'ai certaines situations, des gens qui avaient du diabète ou des tumeurs ou de cérébrales inconnues, bien sûr, il faut des fois pas, on peut passer à côté d'autres
d'autres problèmes de santé. Mais effectivement, pour objectiver l'état d'ébriété, seul l'éthylotest est conseillé. Sinon, il faut alerter le SAMU et puis qu'il soit vu par un service médical adapté. Ensuite, une autre question, comment peut-on contrôler l'état d'alcoolémie d'un salarié, par exemple retour d'une pause déjeuner, quand le règlement intérieur ne prévoit pas d'éthylotest? Donc on ne peut pas. Voilà. Si ce n'est pas prévu au règlement intérieur, pour le poste du salarié en question, vous ne pouvez pas faire de contrôle. Vous n'êtes pas policier ou gendarme. Le but des tests, des tests, ouais, c'est l'hiver, hein. L'éthylotest, c'est pas dans un premier lieu la sanction ou de constater l'état d'alcoolémie d'un salarié, c'est surtout de l'accompagner s'il y a une problématique. Et puis, comme on l'a rappelé assez fréquemment, c'est surtout d'éviter la mise en danger du salarié et des autres collègues. Donc, c'est pour ça que ce genre de test est vraiment spécifique des postes de sécurité et sûreté qui sont définis préalablement. Donc justement, qu'est-ce qu'un poste à risque? Est-ce qu'il y a une liste de critères? Alors, on vous l'a dit dans la présentation, donc les postes à risque, ce sont les postes de sécurité et de sûreté. Ils sont recensés par l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui les définit en lien avec son CSE et le médecin du travail. Donc, on l'a dit, c'est tout ce qui est le travail en hauteur, les travaux exposant à des risques dangereux, donc manipulation de produits chimiques, travaux sur machines dangereuses, conduite de cassesse, etc. Il y a une liste exhaustive de ces postes. Maintenant, effectivement, c'est une réflexion toujours à avoir et certains employeurs peuvent intégrer d'autres postes qui ne sont pas dans ces listes-là, mais toujours en accord avec le CSE et le médecin du travail si lui pense qu'il y a danger pour le salarié et pour le collectif. Alors, concernant toujours les tests, la contre-expertise n'est pas obligatoire, elle peut être demandée par le salarié. Comment prouver l'état d'un salarié à partir du moment où il n'a pas le droit de le soumettre à un dépistage? Donc l'employeur, on revient à la première question, hein. Si le salarié ne fait pas partie des postes à risque, si le règlement intérieur ne stipule pas le contrôle par dépistage, vous ne pouvez pas prouver l'état du salarié, à part avec la fiche de constat. À ce moment-là, vous envoyez le salarié vers le médecin du travail. Alors là, c'est plutôt, là on est dans la prévention secondaire, là, hein, parce que l'état du salarié, donc ou trouble du comportement, enfin un comportement inhabituel d'un salarié, c'est là qu'on retourne, c'est vrai que la diapo était un peu, excusez-nous, un peu petite pour lire, sans doute, c'était du coup la procédure que je vous conseille de mettre en place justement quand on a une situation aiguë comme ça. Donc, parce que les troubles du comportement, ça peut être une consommation de substances psychoactives, mais ça peut être aussi un problème de santé tout autre. C'est là qu'on définit effectivement ce qu'on fait, comment on accompagne le salarié qui a ce comportement. Donc, on vous a précisé, déjà on le met en sécurité, on l'isole, on l'accompagne, on ne le laisse pas seul. Après, on alerte s'il y en a des secouristes du travail dans les grandes entreprises, mais dans les petites, c'est pas toujours le cas. Donc, en tout cas, l'employeur, le manager responsable. Et après, en fonction de l'état du salarié et du poste qu'il occupe, on voit si après un temps de repos comme ça, le salarié reprend ses esprits et on échange avec lui. Si vraiment son comportement reste inquiétant, et bien là, effectivement, on peut solliciter soit le SAMU pour avoir un avis médical, savoir si on peut laisser le salarié rentrer chez lui ou s'il faut qu'il soit vu par un médecin. Donc, soit le SAMU décide qu'il y a des véhicules, l'ambulance ou les pompiers qui viennent rechercher le salarié sur l'entreprise, soit on peut proposer ou conseiller à l'employeur ou aux personnes qui sollicitent que quelqu'un l'adresse à son médecin traitant ou éventuellement le ramène chez lui, toujours en s'assurant qu'il n'est pas seul à son domicile. Et si effectivement la situation s'améliore, mais c'est vraiment après discussion et un temps de pause, on peut envisager que la personne rentre à son domicile. Mais bon, il faut quand même toujours s'assurer que la personne aussi ne soit pas seule
chez elle. Voilà, je pense que du coup, quand vous aurez les documents, vous verrez à peu près ce qu'on peut mettre en place. Après, comme je vous disais, c'est à redéfinir en fonction de chaque spécificité d'entreprise, en fonction des possibilités et de l'accessibilité que vous avez. Voilà, ce n'est qu'un exemple qu'on vous donne maintenant. C'est vrai que c'est à échanger, à étoffer en fonction de vos moyens. Mais le dépistage, en fait, n'est pas toujours la solution pour les troubles du comportement. D'abord, c'est de mettre en sécurité le salarié et puis surtout après d'essayer de l'accompagner pour comprendre la problématique et voir comment on peut l'aider. Je ne sais pas si c'était ça exactement la question. C'est une question d'avant. Au niveau de la consommation du CBD sur le lieu de travail, il faut savoir que le CBD est licite. Par contre, s'il y a des tests effectués, la consommation de CBD peut faire un test positif. Et c'est à ce moment-là que donc la contre-expertise intervient et le salarié peut demander la contre-expertise, donc ce sera à ce moment-là par une prise de sang ou test d'urine, pour indiquer que ce n'est pas de la THC, donc du cannabis, mais bien du CBD. Après, il y a des questions un peu pointues sur à quel moment fait-on intervenir la police dans l'entreprise au niveau des stupéfiants. Moi, je ne suis pas juriste, donc il faudra vous rapprocher de vos juristes. Nous avons quoi ensuite? Après, l'intervention de la police, c'est aussi fonction de, par exemple, parce que là on parle des stupéfiants, mais c'est pareil, lors de l'alcoolémie, s'il y a des excès de violence, voilà, la police, si vous sentez qu'il y a un danger, c'est un peu comme dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, si vous êtes témoin d'un comportement qui nécessite l'intervention des forces de l'ordre, il faut les faire intervenir. Après, effectivement, il y a une réglementation, tout ça, mais si vous vous sentez en danger, c'est à vous de la solliciter. Je pense que voilà, c'est en fonction de chaque situation. Il y a une question sur une suspicion d'alcoolémie sans faire de test. Donc, vous avez toujours la fiche constat, même sans faire de test. Et peut-on laisser rentrer le salarié à son domicile? Donc, à ce moment-là, si vous avez mis en place le protocole de prise en charge, dans ce protocole, c'est le même protocole pour un salarié qui fait un malaise ou qui a un accident de travail, etc. Donc, vous avez un protocole d'évacuation pour un salarié qui fait un malaise. Soit il est accompagné vers un médecin traitant, soit on appelle une ambulance, soit on appelle des pompiers, soit vous avez une infirmière qui évalue le risque et à ce moment-là, il peut rentrer aussi en taxi ou avec son véhicule personnel. Donc là, c'est selon votre protocole et selon l'état du salarié. Alors, que faire si le salarié refuse que le médecin du travail soit informé? Donc, c'est vous qui informez le médecin du travail, c'est vous qui êtes responsable, et c'est une visite à la demande de l'employeur. Donc, la visite à la demande de l'employeur, c'est comme la visite périodique. Donc, le salarié a obligation de se rendre à cette visite. Après, ça, c'est au niveau de la réglementation. On vous l'a rappelé tout à l'heure, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc, si l'employeur responsable pense qu'il est nécessaire que le salarié ait une visite médicale pour s'assurer qu'il peut effectuer son poste, la visite, effectivement, est obligatoire. Et du coup, si le salarié refuse d'y aller ou ne veut pas y aller, l'employeur peut aussi dire qu'il ne veut pas le maintenir à son poste tant qu'il n'a pas fait la visite, puisqu'il n'a pas les éléments nécessaires pour lui permettre de poursuivre l'activité du salarié. Donc, en fait, c'est une obligation et l'employeur peut l'imposer. Et s'il y a un refus, après, ça peut engendrer des conséquences sur le contrat de travail dont l'employeur peut informer le salarié. En général, après une discussion, un échange, on arrive. Je ne sais pas si vous avez souvent ce genre de situation, mais en général, on arrive
à régler assez rapidement ces refus. Alors, si votre service de santé au travail ne fait pas de sensibilisation en entreprise, donc vers qui vous pouvez vous tourner? Alors, il y a des associations, notamment les XAPA, donc c'est anciennement ANPA, donc c'est les centres de soins et d'aide à la prévention des addictions. Et donc, ces associations peuvent venir faire des sensibilisations dans votre entreprise. Donc, SAPA, c'est CSAPA. Voilà. Est-ce qu'on a répondu, je pense, à toutes les questions? Non, j'en vois une, moi, mais je suis pas très douée en informatique. Mais là, je vois, je représente une entreprise adaptée, donc emploi majoritaire de personnes bénéficiaires d'une reconnaissance très handicapée. Donc, c'est vrai que tout type de handicap, physique et psychologique. Certains de nos salariés, vous mettez, utilisent la consommation de cannabis pour calmer certains troubles liés à leur handicap. Quelle action préconisez-vous? Déjà, dans ces cas-là, je pense que, après, je suis médecin du travail, c'est peut-être un peu influencé, mais solliciter le médecin du travail sur vos inquiétudes, parce que, et du coup, éventuellement, adresser les salariés qui vous semblent concernés par ce type de pratique. Après, c'est au médecin du travail d'évaluer la compatibilité de l'état des salariés avec leur poste. Donc, en général, vous avez tous destinataires de nos avis, où il y a parfois des préconisations. Donc, je pense que c'est un échange à avoir avec le service de santé au travail pour voir effectivement si cette consommation peut être possible. Maintenant, c'est vrai que la consommation aussi de cannabis, dans notre pays, c'est pas encore très, très légal. Après, voilà, c'est en tout cas avoir responsabilité en tant que responsable employeur et déjà à ce niveau-là, de transmettre, d'adresser le salarié au service santé au travail qui lui évaluera si l'état de santé peut permettre à ces salariés reconnus travailleurs handicapés ou autres de poursuivre leur activité professionnelle. Voilà. Donc, il y a une dernière petite question qui vient d'arriver. Donc, un repas d'entreprise qui a lieu en dehors des heures de travail, doit-on faire un protocole? Alors, est-ce que c'est un repas qui a lieu dans l'entreprise? Si c'est dans l'entreprise, c'est sur le lieu du travail. Donc, c'est accepté par l'employeur. Donc, à ce moment-là, c'est l'employeur qui est responsable. Maintenant, si c'est en extérieur, vous allez dans un restaurant, etc., là, il n'y a pas de protocole. C'est comme si vous alliez, vous n'êtes pas payé, c'est pas un temps de travail. Donc là, nous avons répondu à toutes les questions. Après, je rajoute toujours un truc. Après, il y a quelques situations quand même où, pour les repas à l'extérieur, là, s'il y a l'accord d'employeur, c'est quand même dans le cadre de l'entreprise, parfois il y a quelques jurisprudences où l'employeur peut être un peu embêté s'il y a quand même un état d'ébriété constaté lors de ce type d'événement qui est quand même organisé par l'employeur. Souvent, la responsabilité de l'employeur peut être quand même retenue. Voilà. Mais c'est vrai que... Ouais, la question était, faut-il faire un protocole? Ouais. Après, des fois, quand c'est écrit, ça peut protéger. Après, voilà. Après, c'est vrai que c'est aussi, ça enlève pas toute responsabilité non plus. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on a répondu à peu près à toutes vos questions. Donc, vous aurez les documents. Une question de sur le CDD. Ah.
Oui, je confirme que certains CPTS peuvent travailler sur ces questions et peuvent venir en soutien aussi. Au niveau des sensibilisations, ils ont pas mal d'informations intéressantes qui peuvent être transmises aussi. On n'a pas, excusez-nous, on n'a pas peut-être souligné la part de ces organisations aussi, CPTS, ouais, qui d'ailleurs se développent dans tous les départements là. Et l'incidence de la consommation intensive CBD, oui, c'est effectivement c'est un sujet qui n'est pas très très clair. Donc le CBD est licite parce que vous savez, il n'y a pas de THC, mais bon, c'est vrai que ça peut, lors d'une consommation intensive ou régulière, avoir quand même un impact sur les ralentissements psychomoteurs, enfin, sur des impacts psychologiques. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, réglementairement, à part, comme a dit ma collègue tout à l'heure, qui peut être dépisté pour des fortes consommations, et là, du coup, la contre-expertise fait la distinction entre les produits licites et illicites, mais sur le terrain, effectivement, les effets engendrés par le CBD peuvent avoir les similitudes avec celles rencontrées par le cannabis ou autres drogues. Donc, l'incidence sur la santé, on n'a pas encore beaucoup de recul et puis c'est encore une pratique assez récente. Donc, il y a des études qui commencent, mais pour l'instant, c'est pas encore très bien détaillé. Alors effectivement, le replay sera disponible sur le site Présence Bretagne et le PowerPoint pourra vous être adressé en format PDF. Je vous ai mis en message le lien vers le téléchargement pour la mallette employeur. Et je vous rajoute également le lien vers le site santé-travail-provence.fr. Voilà, nous vous remercions tous d'avoir participé à ce webinaire en espérant avoir répondu à vos questions. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir, merci à vous. Merci, au revoir.